Mon frère m'a accusé d'avoir dépouillé notre père devant toute la famille, juste après l'enterrement. Je n'ai rien répondu. Une semaine plus tard, chez le notaire, il souriait encore jusqu'à ce que la première enveloppe soit ouverte. Je m'appelle Alexandre, j'ai 55 ans, et pendant longtemps, dans ma famille, j'ai été celui qu'on appelait quand il fallait porter un meuble, réparer une fuite ou conduire quelqu'un aux urgences. Mais je n'ai jamais été celui qu'on écoutait vraiment. Je vis seul dans une petite maison à environ 20 minutes de la mer, avec un vieux chien qui s'appelle Moka et une boîte à outils toujours ouverte dans l'entrée. Je travaille depuis des années dans l'entretien technique d'un lycée professionnel, un boulot simple, pas spectaculaire, mais honnête. Mon frère cadet, Laurent, a 49 ans. Lui, il a toujours su parler mieux que moi. Il avait cette manière de poser la main sur une épaule, de soupirer au bon moment, de dire 3 phrases bien tournées et de donner l'impression qu'il avait tout compris avant tout le monde. Dans ma famille, quand Laurent parlait, on disait qu'il était intelligent. Quand moi je parlais, on disait que j'étais susceptible. Notre mère, Monique, a toujours préféré croire aux apparences. Elle ne l'aurait jamais formulé comme ça, évidemment. Elle disait seulement que Laurent avait eu des responsabilités, qu'il le savait gérer, qu'il avait eu le sens des choses importantes. Moi, j'étais pratique. Utile. Disponible. Celui qui savait changer un joint, faire démarrer une vieille tondeuse, monter une armoire, remplir un dossier pour la mutuelle. C'était confortable pour eux de m'avoir dans ce rôle-là, parce que cela évitait de me regarder comme quelqu'un de plus complexe. Notre père, René, était différent. Pas toujours juste, pas toujours tendre, mais plus silencieux. Lui aussi avait longtemps été impressionné par Laurent. Quand Laurent passait 20 minutes au téléphone à promettre qu'il viendrait bientôt, papa raccrochait avec un petit sourire fatigué. Quand je passais l'après-midi à réparer ses volets qui coinçaient ou à l'emmener chez le cardiologue, il me disait juste « Merci, mon gars ». Et pendant longtemps, je me suis contenté de cela. Le déclin de la santé de papa n'est pas arrivé d'un coup. Au début, c'était des oublis. Un rendez-vous chez le généraliste noté sur le calendrier mais raté. Une ordonnance perdue dans le tiroir de la cuisine. La carte vitale laissée dans la poche d'une veste qu'il ne mettait plus. Puis il y a eu les malaises, les examens, les comptes rendus d'hospitalisation qu'il fallait comprendre, les appels au secrétariat médical, les taxis conventionnés, les factures de pharmacie, et la boîte de médicaments à préparer chaque dimanche soir. Je passais après le travail, souvent encore avec mon pantalon gris du lycée et mes chaussures de sécurité. Je mettais le pilulier à jour, je regardais le courrier, je faisais chauffer une soupe, je descendais les poubelles. Il y avait toujours une petite chose à réparer dans sa maison, une poignée qui bougeait, la chaudière qui faisait un bruit bizarre, la lumière de l'entrée qui sautait, la barre d'appui de la salle de bain à resserrer. Rien de grand, mais tout le temps quelque chose. Laurent, lui, envoyait des messages. Je pense à vous. Je passe dès que je peux. Embrasse papa pour moi. Vous me manquez. Il envoyait des cœurs, des petits soleils, des photos de plats au restaurant avec des phrases comme « on se fait ça bientôt en famille ». Il appelait parfois le dimanche soir, quand papa était trop fatigué pour lui dire autre chose que oui, ça va. Après, notre mère disait, tu vois, ton frère pense à nous. Moi, je ne répondais pas. À quoi bon? J'avais encore le manteau de papa sur les genoux après 3 heures aux urgences, ou un sac de pharmacie posé sur le siège passager de ma voiture. Laurent avait les mots. Moi, j'avais les tickets de parking de l'hôpital. Ma mère voyait bien que j'étais là. Elle ne pouvait pas ne pas le voir. Mais elle trouvait toujours une manière de réduire cela à une évidence. Tu es sur place, Alexandre. Tu as plus l'habitude. Laurent a beaucoup de pression. Il ne faut pas lui en vouloir, il fait comme il peut. Un jour, alors que je venais de passer 2 heures à remplir un dossier pour l'aide à domicile, elle m'a dit, ton frère aurait su faire ça plus vite, mais bon, c'est déjà bien. J'ai posé le stylo, je l'ai regardé, et j'ai failli lui répondre. Puis papa a toussé dans le salon, et je me suis levé pour lui apporter un verre d'eau. C'était toujours comme ça. Ma colère montait, puis quelque chose de plus urgent passait devant. C'est 2 mois avant son départ que j'ai trouvé le premier détail qui ne collait pas. J'étais chez lui, un mercredi soir. Il pleuvait fort, la vieille radio grésillait sur le buffet, et Moka s'était installé près du radiateur comme s'il avait toujours habité là. Papa dormait dans son fauteuil, les mains croisées sur son ventre.
Je triais ses papiers pour payer une facture d'aide à domicile, car il avait reçu une relance et ne comprenait plus très bien pourquoi. En regardant son relevé bancaire, j'ai vu un paiement dans un restaurant de fruits de mer. Ce n'était pas une petite somme. J'ai d'abord pensé qu'il avait invité quelqu'un, puis j'ai regardé la date. Ce soir-là, papa était hospitalisé en cardiologie. J'y étais. Je me souvenais même du plateau repas qu'il n'avait presque pas touché, avec une purée tiède et un yaourt nature. Papa ne pouvait pas avoir réglé ce dîner-là. J'ai continué à lire. 2 pleins d'essence dans une station-service loin de chez lui. Un achat dans une boutique d'électronique. Un retrait au distributeur, tard le soir. Au début, j'ai pensé à une erreur bancaire. Je me suis même levé pour chercher le numéro d'opposition. Puis un détail m'a arrêté. La station-service était près du bureau de Laurent. La boutique d'électronique aussi. J'ai senti ma gorge se serrer. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai attendu que papa se réveille. Il avait ce regard un peu perdu qu'il montrait parfois après ses siestes, comme s'il revenait de très loin. « Papa, tu as prêté ta carte à quelqu'un récemment. » Il a tourné la tête vers moi. Rien qu'à sa manière de ne pas répondre, j'ai compris. « À Laurent ?» Il a fermé les yeux. Il m'a dit que c'était pour une course urgente. Sa voix était basse, chargée de gêne. Je me suis assis en face de lui. Une course urgente au restaurant? Il a secoué la tête. Je ne savais pas, Alexandre. Pas au début. Il a mis du temps à tout m'expliquer. Laurent lui avait demandé la carte une première fois parce qu'il avait oublié la sienne et devait faire le plein. Puis une autre fois. Puis il avait gardé les codes sous prétexte de l'aider à commander quelque chose. Papa avait voulu croire que c'était temporaire. Il avait espéré que son fils cadet ne franchirait pas les limites. J'ai été trop confiant, a-t-il murmuré. Ou peut-être juste père. Je n'ai pas su quoi répondre. J'étais en colère, mais pas contre lui. Pas vraiment. J'étais en colère contre Laurent, bien sûr, mais aussi contre toutes ces années où on lui avait laissé le bénéfice du doute comme un droit acquis. Il faut le dire à maman, ai-je dit. Papa a eu un petit rire sans joie. Ta mère dira que j'ai mal compris. Je savais qu'il avait raison. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à conserver les documents. Les relevés, les factures, les dates d'hospitalisation, les reçus de taxi conventionnés, les messages où papa me demandait de régler telle facture ou de passer à la pharmacie. Je ne l'ai pas fait pour préparer une vengeance. Je l'ai fait parce que papa me l'a demandé. Je veux que les choses soient claires, Alexandre. Pas de drame. Juste des faits. Quelques jours plus tard, il m'a demandé de l'accompagner chez Maître Delma, son notaire. Le cabinet était dans une rue calme, au premier étage d'un immeuble ancien avec un escalier qui sentait la cire et le papier. Papa avait mis une chemise propre et avait refusé que je l'aide à boutonner son manteau. Il tremblait un peu, mais il avait le regard clair. Maître Delma avait environ 60 ans, une voix posée et des lunettes qu'il retirait seulement pour lire de près. Il n'a pas beaucoup souri. Il n'a pas joué au confident. Il a simplement fait son travail. Il a demandé à papa s'il savait pourquoi il était là. Papa a répondu oui. Il lui a demandé s'il se sentait libre de ses décisions. Papa a répondu, plus librement que je ne l'ai été dans ma propre famille pendant des années. J'ai baissé les yeux. Je n'avais jamais entendu mon père parler de cette façon. Le notaire lui a posé plusieurs questions, très simples, très précises. Sa date de naissance. Le nom de ses enfants. La nature de ses biens. Ce qu'il souhaitait modifier. Papa a répondu lentement, parfois en cherchant ses mots, mais sans la moindre confusion. Il voulait revoir son testament. Il voulait déposer une déclaration écrite. Il exigeait que certains documents soient conservés au dossier. À un moment, Maître Delma m'a demandé de sortir quelques minutes. J'ai attendu dans le couloir, assis sur une chaise trop basse, avec une pile de revues juridiques sur la table. J'entendais seulement des murmures derrière la porte. Quand papa est ressorti, il avait l'air épuisé. Dans la voiture, il a regardé la route sans parler pendant un long moment. Puis il a dit, « Je ne veux pas humilier ton frère de mon vivant. » J'ai serré le volant. Alors pourquoi tout ça? Parce que quand je ne serai plus là, il essaiera de te faire porter la responsabilité de ses actes.
J'ai voulu protester. Dire que Laurent n'irait pas jusque-là. Mais ces mots sonnaient faux, même dans ma tête. Les dernières semaines ont été courtes et longues à la fois. Papa avait de moins en moins de force. Il y avait des jours où il me reconnaissait à peine au réveil, et d'autres où il redevenait presque lui-même, avec son humour sec et sa manière de râler contre les volets, la météo ou les émissions à la télévision. Un soir, je lui ai apporté une soupe qu'il n'a presque pas touchée. La vieille radio était allumée très bas. Il m'a demandé de fermer un peu les rideaux. Je l'ai fait, puis je me suis assis près de son lit médicalisé, installé dans le salon car l'escalier était devenu trop difficile à monter. Il a posé sa main sur mon poignet. Sa peau était fine, froide. « Tu as été là » a-t-il dit. Je le sais. J'ai haussé les épaules, car je ne savais pas comment recevoir ce genre de phrase. C'est normal. Non. Ce n'est pas normal. C'est rare. Je n'ai rien dit. Il a repris, presque dans un souffle, « Ne te bats pas dans leur cuisine. La vérité sortira au bon endroit. » Je n'ai compris toute la force de cette phrase qu'après les obsèques. Papa nous a quittés un lundi matin, avant que j'arrive. L'aide à domicile m'a appelé, puis j'ai prévenu ma mère, et enfin Laurent. Il a pleuré au téléphone. Je ne dis pas qu'il a fait semblant. Je crois qu'on peut pleurer quelqu'un tout en ayant trahi sa confiance. La nature humaine est assez complexe pour cela. La cérémonie a eu lieu quelques jours plus tard. Il faisait gris. Les gens répétaient les mêmes phrases toutes faites, « Il ne souffre plus, c'est mieux ainsi, il a eu une belle vie. » Ma mère était pâle, droite, presque raide. Laurent l'a tenue par le bras tout au long de la matinée, comme s'il avait été présent chaque jour depuis des années. Des cousins m'ont tapé sur l'épaule. Des voisins m'ont confié que papa parlait souvent de moi. Cela m'a fait plus de bien, et en même temps plus mal, que je ne l'aurais cru. Après, nous nous sommes retrouvés dans la maison familiale. Quelqu'un avait acheté des tartes à la boulangerie. Le café était froid avant même que tout le monde soit servi. Les manteaux s'empilaient sur le lit de l'ancienne chambre d'amis. On parlait à voix basse, on évitait certains regards, on disait « Tu veux encore un peu de quiche ?» pour combler le silence. Laurent est arrivé en retard, très élégant, chemise impeccable, manteau sombre. Il a embrassé notre mère sur le front. Puis il a serré quelques mains avec un air grave. Je le connaissais assez pour deviner qu'il préparait quelque chose. Il a attendu que le café soit distribué. Puis il a posé sa tasse, très doucement. « Je ne voulais pas aborder ce sujet aujourd'hui » a-t-il commencé. Le silence s'est installé instantanément. Ma cousine Claire, assise près de la fenêtre, a levé les yeux vers lui. Ma mère a serré son mouchoir. Laurent a soupiré. Mais je ne peux pas faire semblant. Papa a subi d'importants abus financiers, et Alexandre était le seul à avoir accès à ses comptes. Personne n'a bougé. J'ai senti mon cœur battre si fort que j'entendais presque le sang résonner dans mes oreilles. Pourtant, mon visage est resté impassible. C'est étrange, parfois, la colère. Elle ne s'exprime pas. Elle se range en silence, prête à être utilisée. Laurent a continué d'une voix basse, faussement peinée, « Il y a eu des retraits. Des paiements inexpliqués. Des factures réglées on ne sait comment. Je pense à papa, moi. Je refuse qu'on manque de respect à sa mémoire. » J'ai regardé ma mère. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'a même pas prononcé mon prénom tout de suite. Elle a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi avec une inquiétude qui ressemblait déjà à une accusation. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Alexandre. » Un oncle a soufflé, « C'est vrai que tu gérais souvent les papiers. » Claire n'a rien dit. Mais son regard a changé. Pas beaucoup. Juste assez pour que je m'en aperçoive. Laurent a pris cette hésitation comme une permission. Je n'accuse pas pour le plaisir de créer un conflit. Personne ne veut faire de scène ici. Mais il est tout de même troublant que tout soit passé par toi. Personne ne te juge, a ajouté ma mère d'une voix tremblante. Mais on veut comprendre. Cette phrase-là, je l'avais déjà lue dans le groupe WhatsApp familial les jours précédents. On veut juste comprendre. Personne ne juge. Il faudra bien parler des documents. Des formules fuyantes qui préparent une condamnation sans assumer le rôle de juge. Je pouvais sortir les relevés. Je pouvais dire que Laurent mentait ouvertement. Je pouvais rappeler les nuits passées aux urgences,
les factures, les ordonnances, les messages de papa. Je pouvais hurler que pendant qu'il envoyait des cœurs par SMS, je nettoyais la salle de bain après les malaises de notre père. Mais j'ai entendu la voix de papa. Ne te bats pas dans leur cuisine. Alors, j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette presque pleine. Je me suis levé. Laurent m'a regardé avec une petite lueur dans les yeux. Il croyait que je prenais la fuite. Tu ne réponds pas? J'ai enfilé mon manteau. Je ne vais pas me justifier ici. Ma mère a murmuré, Alexandre. Je me suis tourné vers Laurent. Tu veux parler des comptes? Très bien. On en parlera devant Maître Delma. Son sourire a eu un léger accroc. Presque imperceptible. Mais je l'ai vu. Je suis rentré chez moi, les mains crispées sur le volant. Moka m'attendait derrière la porte, comme toujours, avec sa vieille tête inquiète. J'ai posé mon manteau, j'ai ouvert la boîte à outils dans l'entrée sans aucune raison, puis je l'ai refermée. Il fallait que mes mains s'occupent. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. J'ai étalé tous les dossiers sur la table de la cuisine, classeurs, enveloppes, copies de relevés, factures de pharmacie, quittances d'aide à domicile, justificatifs de taxi conventionnés, courrier de la mutuelle, compte rendu d'hospitalisation. J'ai imprimé les emails, sauvegardé les messages, noté les dates. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien exagéré. Je voulais seulement que chaque affirmation soit soutenue par une preuve. Vers 22 heures, mon téléphone a sonné. C'était Sandrine, mon ex-femme. Nous n'avions pas réussi notre mariage, mais nous avions su garder des relations cordiales. Elle connaissait ma famille. Elle avait vu, pendant des années, comment Laurent pouvait arriver les mains vides et repartir sous les compliments, pendant que je réparais la chasse d'eau dans le couloir. Claire m'a appelé, m'a-t-elle annoncé. Je n'ai pas été surpris. Claire et Sandrine s'étaient toujours bien entendues. Alors tu sais. Oui. Je l'entendais faire les 100 pas chez elle, sûrement dans sa cuisine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien de spectaculaire. C'est mieux. J'ai eu un petit rire sec. Tu ne crains pas que je me laisse écraser? Si. Justement. Ne leur offre pas une scène dramatique, Alexandre. Offre-leur un dossier en béton. Je suis resté silencieux. Elle a ajouté d'une voix plus douce, ton père savait ce qu'il faisait, non? Oui. Alors laisse-le s'exprimer au bon endroit. Une semaine plus tard, nous nous sommes retrouvés chez Maître Delma. La pièce correspondait parfaitement à l'idée que l'on se fait d'une étude notariale, sobre, un peu froide, avec une grande table, des chaises rigides, une carafe d'eau, des verres bien alignés, des dossiers cartonnés et des stylos publicitaires. Rien dans ce décor ne laissait présager un drame familial. C'est peut-être ce qui rendait l'instant encore plus lourd. Ma mère était déjà assise quand je suis entré. Elle portait un manteau sombre et gardait son sac sur ses genoux, comme si quelqu'un risquait de le lui arracher. Laurent se tenait à ses côtés, légèrement penché vers elle, adoptant la posture du fils protecteur. Claire était présente aussi, accompagnée de 2 autres membres de la famille. Officiellement, certains étaient là-haut pour accompagner. En réalité, ils voulaient voir comment j'allais me défendre. Laurent m'a regardé arriver. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Ma mère n'a pas osé soutenir mon regard plus de quelques secondes. Maître Delma est entré avec son volumineux dossier. Il nous a salués, s'est assis, a ajusté ses lunettes, puis a déclaré, je vais vous demander de ne pas vous interrompre. Je comprends que l'émotion soit vive, mais nous allons nous en tenir strictement aux faits. Laurent a hoché la tête, comme s'il validait une règle qui l'avantageait. C'est tout ce que je demande. Que les choses soient transparentes. Je l'ai fixé dans les yeux. Moi aussi. Avant même que le notaire n'ouvre le dossier, Laurent a repris la parole, je tiens à préciser que je ne cherche pas le conflit. Mais il y a eu des mouvements financiers troublants. Papa était vulnérable. Alexandre gérait absolument tout. On ne peut pas ignorer que. Maître Delma a levé une main pour l'arrêter. Monsieur, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Mais votre père a expressément demandé que cette déclaration soit lue avant toute discussion sur le partage. Le visage de Laurent s'est légèrement fermé. Le notaire a ouvert une première enveloppe. Elle était beige, portant l'écriture de papa. Une écriture pas très droite, un peu tremblante.
Rien que de la voir, j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Maître Delma a commencé sa lecture. Papa y expliquait qu'il souhaitait que ses volontés soient écoutées dans le calme. Il précisait que, durant ces derniers mois, j'avais été le seul à l'accompagner quotidiennement dans ses démarches et ses soins. Il soulignait que les paiements que j'avais effectués l'avaient été avec son accord total, pour des factures clairement identifiées, et que j'avais parfois avancé mes propres fonds pour éviter des retards de paiement. Je n'ai pas regardé ma mère. Je ne voulais pas voir son expression à ce moment précis. Le notaire a ensuite sorti des copies. Facture d'aide à domicile. Remboursement de pharmacie. Aménagement de la salle de bain. Réparation de la chaudière. Courrier de la mutuelle. Messages imprimés. Il en a lu quelques extraits. Alexandre, peux-tu régler la pharmacie? Je te rembourse dès que tu passes. Merci pour la chaudière, garde bien la facture. Ne t'inquiète pas pour le taxi, je te donnerai ce qu'il faut. Laurent s'est agité sur sa chaise. Des messages, cela peut facilement se sortir de son contexte. Maître Delma a répondu sans élever la voix, c'est précisément pour cette raison que ces messages ne sont pas présentés seuls. Ils correspondent de manière exacte aux factures et aux relevés bancaires. Laurent a eu un rire bref, un peu forcé. Enfin, tout cela ne prouve pas qu'il n'y a pas eu d'autres mouvements suspects. En effet, a rétorqué le notaire. C'est pourquoi Monsieur René a également déposé une seconde série de documents. Il a ouvert une autre chemise cartonnée. À cet instant, l'atmosphère de la pièce a basculé. Maître Delma a étalé sur la table des copies de relevés bancaires, avec certains libellés soigneusement surlignés. Station-service. Restaurant. Boutique d'électronique. Retrait au distributeur. Chaque ligne comportait une date, une heure et un montant. À côté, se trouvaient des justificatifs médicaux, des comptes rendus d'hospitalisation et des annotations écrites par papa. Le notaire a lu d'une voix totalement neutre, restaurant de fruits de mer, le 14 mars au soir. À cette date précise, Monsieur René était hospitalisé en service de cardiologie. Laurent a rougi. Papa me prêtait parfois sa carte. Ce n'est pas interdit. Ma mère s'est tournée brusquement vers lui. Laurent? Il a levé la main, visiblement agacé. Maman, laisse-moi parler. Je faisais des courses pour lui, c'est tout. Maître Delma a poursuivi imperturbablement, station-service, 2 paiements effectués à proximité immédiate de votre lieu de travail. Boutique d'électronique, achat d'un casque audio et d'un accessoire informatique. Retrait au distributeur, à 23h17. Le ton posé de Laurent a commencé à se fissurer. C'est ridicule. On mélange tout et n'importe quoi. Papa n'avait plus toute sa lucidité certains jours. Le notaire l'a observé par-dessus ses lunettes. Votre père souffrait de fatigue et de difficultés physiques. Cependant, les documents médicaux versés au dossier ne concluent à aucune incapacité mentale l'empêchant d'exprimer sa volonté lors de ses démarches. Laurent a serré les mâchoires. Vous êtes notaire, pas médecin. C'est exact. C'est pourquoi je m'appuie sur les certificats médicaux officiels et sur les vérifications d'usage effectuées lors de nos entretiens. Un silence pesant s'est installé. Claire tenait ses mains fermement jointes devant elle. Elle ne me regardait plus comme le jour du repas. Cette fois, ses yeux étaient fixés sur Laurent. Il a tenté de reprendre la main. Rien de tout cela ne prouve qu'Alexandre n'a pas manipulé papa. Il était constamment seul avec lui. Il pouvait lui faire signer n'importe quoi. Je crois que c'est à cet instant précis que j'ai failli exploser. Pas pour me justifier. Mais pour lui interdire de salir la mémoire de papa une seconde fois. Cependant, Maître Delma a posé la main sur la toute dernière enveloppe avant que je ne prononce un mot. Votre père avait d'ailleurs anticipé cette objection. Laurent s'est figé. Le notaire a continué, Monsieur René a laissé un enregistrement vocal, réalisé avec son consentement plein et entier, dans le cadre de ses démarches personnelles. Il a exigé qu'il soit conservé et diffusé aux héritiers si sa volonté ou son jugement venait à être remis en question. Ma mère a murmuré, choquée, un enregistrement. Maître Delma a hoché la tête. Il est très court. Personne n'a osé protester. La voix de papa a résonné depuis le petit appareil posé au centre de la table. Elle semblait fatiguée, plus fragile que dans mes souvenirs, mais d'une clarté absolue. Je m'appelle René.
Je fais cette déclaration parce que je refuse qu'Alexandre porte la responsabilité des erreurs des autres. Alexandre n'a commis aucune faute. Il a réglé ce que je n'étais plus en mesure de gérer seul. Il a répondu présent quand j'avais besoin de lui. Celui qui a abusé de ma confiance financièrement, c'est Laurent. Ma mère a porté une main tremblante à sa bouche. La voix de papa a poursuivi. J'ai fermé les yeux beaucoup trop longtemps. J'ai voulu croire que ce n'était qu'un incident passager. Mais je sais exactement l'usage qui a été fait de ma carte bancaire. Je ne veux pas de scandale public de mon vivant. Je veux simplement que la vérité soit rétablie après mon départ. Alexandre ne m'a jamais isolé. Il m'a protégé. Puis on a entendu un léger bruit, semblable à une longue respiration difficile. Je veux que les choses soient claires. Sans cruauté. Mais juste. L'enregistrement s'est arrêté. Je n'ai pas pleuré. Pas dans ce bureau. J'avais les yeux qui brûlaient, mais je me suis forcé à fixer la table. Les stylos publicitaires, les verres d'eau, les documents parfaitement alignés. Tout ce calme administratif contrastait avec la vérité qui venait d'éclater au grand jour. Laurent s'est levé à moitié. C'est scandaleux. Maître Delma a répliqué fermement, je vous demande de vous rasseoir. Tu as monté papa contre moi, m'a-t-il lancé avec hargne. Tu as profité de sa vulnérabilité. J'ai fini par prendre la parole. Tu as confondu mon silence avec de la faiblesse. Il a esquissé un sourire plein de rancœur. Ah, voilà. Maintenant monsieur joue les figures d'autorité morale. Non. Je suis juste fatigué. Ma voix était beaucoup plus calme que je ne l'aurais imaginé. Je suis fatigué de t'écouter dénigrer les gens quand ils ne sont plus là pour se défendre. Ma mère pleurait en silence. Claire contemplait ses mains. Mon oncle fixait un angle de la table comme si les rainures du bois le fascinaient. Maître Delma a repris le fil du rendez-vous. Nous allons à présent aborder les dispositions testamentaires. Laurent s'est rassis, mais sa posture n'était plus la même. Ses épaules s'étaient affaissées. Son visage avait perdu ce masque d'assurance lisse qui lui servait de bouclier. Le testament avait été remanié. Papa n'avait pas agi sous le coup de l'émotion. Maître Delma a expliqué la situation avec prudence, évoquant la réserve héréditaire, la quotité disponible et les volontés strictes du défunt. Je ne prétendrai pas avoir mémorisé chaque terme juridique. Ce que j'ai compris, c'est que papa avait réduit la part de Laurent au maximum légal autorisé, et qu'il m'avait attribué la plus grande part disponible, incluant la maison familiale. Le notaire a ajouté un dernier point, Monsieur René a également stipulé que les dépenses abusives effectuées avec sa carte bancaire pourraient faire l'objet d'une procédure civile de remboursement, selon la décision des héritiers et les suites que vous souhaiterez donner à ce dossier. Laurent a blêmi. C'est une menace. Non, a répondu Maître Delma avec un calme absolu. C'est une information légale. Cette phrase, simple et clinique, a eu plus d'impact que n'importe quelle accusation hurlée. Ma mère s'est tournée vers Laurent. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'était exactement la même phrase qu'elle m'avait adressée une semaine auparavant. Seulement, cette fois, sa voix n'avait plus le même poids, ni la même certitude. Laurent n'a pas répondu. Il a saisi son manteau. Claire a murmuré, Laurent. Il a repoussé sa chaise brutalement. Vous êtes tous satisfaits? Très bien. Gardez votre petite mise en scène. Personne n'a cherché à le retenir. Il a claqué la porte en sortant, mais même ce bruit ressemblait moins à une sortie théâtrale qu'à une fuite pitoyable. Le silence qui a suivi a été bien pire que les éclats de voix. Désormais, ma mère pleurait ouvertement. Elle a fouillé dans son sac à la recherche d'un mouchoir, sans succès, et c'est Claire qui lui en a tendu un. Je n'ai pas esquissé un geste. Je savais pertinemment que si je faisais le moindre pas vers elle, la famille y verrait immédiatement un pardon automatique. Elle a fini par murmurer, je ne savais pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Tu as choisi de ne pas savoir. Elle a encaissé la phrase comme une gifle. C'était peut-être dur. C'était peut-être nécessaire. Je l'ignore. Ce dont je suis sûr, c'est que c'était la stricte vérité. Alexandre, J'ai secoué la tête. Pas ici. Et pas maintenant. Dans le couloir, après la fin du rendez-vous, Claire s'est approchée de moi.
Ses yeux étaient rougis. Je suis sincèrement désolé, a-t-elle dit. J'aurais dû te poser la question. Quand Laurent a lancé ses accusations, il avait l'air tellement sûr de lui. Je lui ai répondu d'un ton neutre, c'est précisément pour ça que son mensonge a fonctionné. Elle a baissé la tête. Je crois qu'on s'est tous laissé manipuler. Non, Claire. Vous avez simplement choisi la version qui vous arrangeait le plus. Elle n'a pas cherché à se justifier. C'est sans doute pour cette raison que, plus tard, j'ai accepté de renouer le contact avec elle. Pas immédiatement. Mais avec le temps. Dans les jours qui ont suivi, l'ambiance sur le groupe WhatsApp familial est devenue presque absurde. Ceux qui avaient écrit « On veut juste comprendre » postaient désormais « On ne connaissait pas toute l'histoire ». Ceux qui avaient gardé le silence pendant le repas funéraire m'envoyaient des messages privés. Mon oncle m'a écrit « Tu sais, dans ces moments-là, on est tous un peu dépassés. » Je n'ai pas daigné répondre. Ma mère a tenté de me joindre à plusieurs reprises. Je ne l'ai rappelé qu'une seule fois, 3 jours plus tard. Elle était en larmes. Elle m'a confié qu'elle était perdue, qu'elle ne savait plus à qui se fier, que Laurent avait toujours dissimulé ses failles sous son assurance, et que le départ de papa avait bouleversé tout le monde. Je l'ai écouté jusqu'au bout sans l'interrompre. Puis j'ai dit, « Maman, tu as le droit de souffrir, mais n'attends pas de moi que je porte la responsabilité de votre aveuglement. » Elle est restée muette. J'ai ajouté calmement, « Je ne te coupe pas de ma vie pour me venger. Mais je refuse de revenir dans une dynamique familiale où je dois fournir des preuves juridiques de mon honnêteté avant d'avoir le droit d'être considéré comme ton fils. » Elle a prononcé mon prénom, la voix brisée. Je l'ai arrêtée en douceur. « Nous reprendrons cette discussion quand tu seras prête à assumer tes propres choix, au lieu de te concentrer uniquement sur ta peine. » Je n'ai eu aucune nouvelle directe de Laurent. Par l'intermédiaire de Claire, j'ai appris qu'il racontait à qui voulait l'entendre que j'avais profité des failles de la procédure, que Maître Delma n'était pas neutre, et que papa n'avait plus toute sa tête à la fin. Sauf que cette fois, les gens lui demandaient des détails concrets. Et Laurent a toujours détesté les détails. Il a été contraint de justifier certaines dépenses. Il a remboursé une partie des sommes, non par honnêteté soudaine, mais parce qu'il avait compris que le dossier notarial était beaucoup trop solide pour qu'il puisse esquiver ses responsabilités civiles. Son image au sein de la famille s'est effritée bien plus vite qu'il ne l'aurait craint. Il n'y a pas eu de grand drame public, juste de multiples petites fissures. Des invitations qu'on oublie de lui envoyer. Des conversations qui s'éteignent à son approche. Des regards qui se détournent. Il avait passé son existence à sculpter son image publique, il a dû apprendre qu'une façade qui s'effondre ne fait pas forcément beaucoup de bruit. Elle laisse simplement un grand vide. Quant à moi, j'ai conservé la maison de papa. Je ne l'ai jamais considérée comme un trophée. La première fois que j'y suis retourné seul, après le rendez-vous chez le notaire, j'ai ouvert les volets récalcitrants et j'ai respiré cette odeur familière de lessive, de poussière et de vieux bois. Le fauteuil de papa trônait toujours dans le salon, légèrement affaissé sur le côté gauche. Sa vieille radio reposait sur le buffet. J'ai appuyé sur le bouton, et elle a grésillé de longues secondes avant de capter une station. Moka a inspecté chaque pièce en reniflant, puis il est allé s'allonger exactement au même endroit que lorsque papa était encore là. Je suis resté planté au milieu de la pièce, les bras ballants, sans savoir quoi faire. Pendant des années, je m'étais convaincu que mon seul souhait était d'obtenir la reconnaissance de ma famille. Qu'ils me disent merci. Qu'ils admettent enfin que je n'étais pas le fils sans envergure qu'on appelait uniquement pour les corvées ingrates. J'avais cru que l'éclatement de la vérité suffirait à guérir mes blessures. Cela n'a pas tout guéri. La vérité ne vous rend pas les années sacrifiées. Elle n'efface pas les repas de famille où l'on vous ignorait, les piques de votre mère, la lâcheté de votre frère, ni la facilité avec laquelle les autres vous ont présumé coupable. Mais elle a le mérite de remettre chaque chose à sa juste place. Elle vous donne au moins le droit d'entrer dans une pièce la tête haute. J'ai changé les serrures de la maison, non par paranoïa, mais parce que c'était une nécessité symbolique. J'ai trié les affaires de papa. J'ai gardé ses carnets de notes, sa radio et quelques outils usés par le temps, sans grande valeur matérielle. J'ai fait don de ses vêtements à une association, à l'exception d'une vieille veste que j'ai laissée accrochée dans l'entrée pendant plusieurs semaines, avant de trouver la force de la ranger. Ensuite, j'ai repeint la cuisine. La première couche était ratée. J'avais mal protégé une plainte, et une tache marquait le mur près de l'interrupteur. Papa aurait râlé.
J'entendais presque sa voix bourrue me dire, si tu fais quelque chose, fais-le correctement. Alors, j'ai poncé, j'ai tout recommencé, et dès le lendemain, la pièce semblait déjà beaucoup plus lumineuse. Claire est passée me voir un samedi après-midi, apportant une tarte. Elle n'a pas joué la carte du tout va bien. Elle a posé le carton sur la table et m'a dit avec franchise, je ne suis pas venu aujourd'hui pour exiger ton pardon. Je suis venu parce que je veux sincèrement faire mieux. Je l'ai invitée à s'asseoir. Du côté de ma mère, le chemin a été plus long. Pendant des mois, nos échanges téléphoniques se sont limités à de brèves nouvelles. Puis, un jour, elle a prononcé une phrase que je n'espérais plus entendre, j'ai préféré croire aveuglément Laurent, parce que cela m'évitait de regarder en face tout ce que je t'avais imposé pendant des années. Je n'ai pas répondu dans la seconde. Ce n'était pas une scène de réconciliation hollywoodienne. Il n'y a pas eu de larmes ni de grandes étreintes dans le couloir. Je lui ai simplement répondu, c'est la première chose vraiment honnête que tu me dises depuis très longtemps. C'était un point de départ. Pas encore une absolution complète. Quant à Laurent, je n'ai jamais recroisé son chemin. Du moins, pas de près. Une seule fois, je l'ai aperçu de loin sur le parking d'un supermarché. Il m'a repéré aussi. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait s'approcher. Puis il a détourné le regard et s'est engouffré dans son véhicule. C'était sans doute mieux ainsi. Aujourd'hui, le silence habite la maison de papa, mais il ne me pèse plus du tout de la même façon. La cuisine est baignée de lumière. Les volets coincent encore un peu, parce que je n'ai pas eu le courage de m'attaquer à tous les chantiers en même temps. La radio fonctionne de manière aléatoire. Et parfois, le dimanche matin, je bois mon café debout face à la fenêtre, pendant que Mocha dort paisiblement au soleil sur le carrelage tiède. Ce fameux jour, dans le bureau du notaire, je n'ai pas gagné un héritage immobilier. Je n'ai pas remporté de victoire contre mon frère. Je n'ai même pas regagné ma famille. J'ai simplement perdu cette envie épuisante de supplier les miens de m'accepter, alors qu'ils avaient exigé un dossier juridique complet pour admettre que je n'étais pas le mauvais rôle de l'histoire. Et pour être tout à fait honnête, c'est bien la première perte de mon existence qui m'a procuré un tel soulagement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.